va résumer un peu ce qui s'est passé. Donc bon, j'assume, hein, ok, j'assume. Donc ce podcast, bonjour, je m'appelle François Descraques. Je suis quelqu'un qui ne sait pas appuyer 2 fois sur REC pour lancer l'enregistrement sur l'enregistrement numérique. Donc on a eu une très bonne conversation avec la Flanders Company. C'était très sympa. Ouais. C'était très sympa, on a dit des trucs Quand très drôles. Bon bah la prochaine fois François. Voilà, bah écoutez, merci. Voilà. C'était très sympa. Voilà. Donc on recommence le podcast. Je me sens tellement con. Je suis François Descraques, je suis avec Rudy Pomarède et Simon de la Flanders Company. Simon Brochard, donc merci d'être venu, merci d'avoir parlé pendant au moins 10 minutes déjà. Et voilà. On était chaud. Hein. C'était chaud. Hein. Ah ouais. Et les révélations, je vous dis que ça. Bon, donc on va essayer de, comme tu dis, de rendre ça plus concis. Donc je voulais parler du fait que putain, c'est tellement dur de se remettre dedans. Je suis désolé. Hein. Donc à la base, la Flanders Company, ça a commencé il y a sur la chaîne No Life, mais bien avant ça, il y avait le groupe les Guardians qui produit toujours la Flanders Company. Oui, le nom est toujours là, oui. Et qui en fait a commencé par tes premiers courts-métrages qui est devenu en fait une série, à savoir Damned. Et voilà, donc ça c'était il y a plus de 10 ans. Ouais, il y a 13 ans, hein, c'était 1990, je m'en souviens parce que c'était la Coupe du Monde. Quand nous on n'aime pas le foot dans la famille, plutôt que de regarder les matchs à la télé, on prenait le caméscope de papa-maman, on allait dans la garrigue et puis on commençait à se filmer quoi. Et c'est là qu'on a fait le premier Damned, ça correspondait à... Pour mettre un peu dans le bain, parce qu'il y a pas mal d'auditeurs, je crois, qui sont pas nés avant les années 2000. Bah voilà quoi. Le siècle dernier. Quelles étaient les contraintes techniques de l'époque? Je veux dire, c'était les ordinateurs, les premiers Pentium venaient de sortir. Pour avoir internet, on avait encore des modems 56K. Qui faisaient des bruits de fou. Certains utilisaient encore le Minitel. Voilà. Et certains utilisaient encore le Minitel. La HD, on savait pas ce que c'était. Le DVD, on découvrait à peine. Alors le Blu-ray, je vous en parle pas. On regardait nos films sur VHS. Ouais. Que la VHS. Mais la console next-gen, c'était la Game Boy. Hein. Mais surtout, quand on faisait des films à cette époque-là, c'est d'autant plus difficile parce que il fallait faire ça sur des supports qu'on dit analogiques, donc pas numériques, donc des bandes VHS. Et après, le montage, c'était par magnétoscope interposé. Il y avait fallait faire le montage pratiquement en direct parce que si tu te plantais, tu pouvais pas revenir en arrière. Mais c'était moi, au début, je pratiquais le filmer monté. Ah voilà. C'est-à-dire que du moment où j'appuyais sur la caméra, la borne enregistrait et le film était déjà tout pris. Et on faisait déjà des espèces de parodies de Dragon Ball, donc c'était très particulier. C'est très particulier, j'ai encore ces bandes quelque part. Ah oui, je les ai vues. C'était une mouche. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a toujours, on a l'impression qu'il y a un premier film, c'est jamais le premier. Hein. Non, il y a toujours des antécédents. On remonte. Hein. Mais bon, on va dire le premier film qui a lancé, on va dire la série Damned, donc le premier Damned, après a permis de faire parce que moi j'avais vu le premier Damned et c'était même pas les mêmes comédiens en plus. Ah oui. Non, mais c'est comment dire, l'équipe elle a suivi mes déplacements géographiques quand on a fait le premier Damned, c'est vraiment Perpignan, la famille, quoi. Perpignan, les amis de Perpignan, mon meilleur pote Sébastien, mon frangin Jean, 2-3 personnes autour. Et après moi j'ai dû bouger pour les études, je suis parti à Grenoble. Et comme je faisais une école d'ingénieur, donc tu fourais dans les écoles d'ingénieurs, plutôt que d'apprendre mes cours de merde, j'avais monté un club vidéo et j'avais essayé de reconstituer une équipe pour tourner. Et c'est à cette époque-là où quelqu'un m'a contacté sur internet, sur mon mail Caramel. C'est sur le mail chat Caramel. Sur le mail chat Caramel. Qui s'appelait Facebook de l'époque. Qui s'appelait Nicolas Robin, mais qui m'écrivait sous le pseudo d'Atomic Schizo. Et qui me disait c'est génial ton site sur Club Internet. C'est vraiment très rétro. Tu vois, tu places plein de marques hyper rétro qui n'existent plus, tu peux même pas avoir de problème avec le CSS, c'est génial. Donc Nicolas Robin m'a contacté en me disant c'est super ce que tu as mis sur ton site, là, les petits combats, etc. Il faudrait que tu participes à un truc qui s'appelle Cartoonist et qui a lieu tous les ans à Toulon. Il y a plein de gens comme toi qui font des films à caractère un peu manga baston, jeux vidéo. Cartoonist, l'ancêtre du Japan Expo. Voilà, c'était donc un festival sur la Japanimation et toute la culture qui allait autour. Le premier de cette envergure-là et qui avait lieu historiquement à Toulon. Et voilà, moi j'ai dit que on m'a contacté comme ça. Je connaissais pas. Alors juste une petite parenthèse, Nicolas Robin, donc alias Schizo,
qui maintenant travaille pour No Life et écrit, réalise des émissions qui sont... Oui, qui a tourné avec nous plusieurs fois. Voilà, donc quelqu'un qui... de très longue date. Je ne savais pas que ça venait de... Ah oui, non, ça vient de là. C'est lui qui m'a introduit dans le système quelque part. Et donc voilà Grenoble en train de filmer un film à la suite de Damned, comme ça. Pour ce festival sans savoir où on foutait les pieds. Et évidemment, quand j'y suis allé, on a rencontré plein de gens. Donc tu as rencontré Simon qui à l'époque avait son propre groupe de films amateurs / super-héros. C'est ça, Capri Fighters, ensuite d'Athlon. Et puis c'est pareil, j'ai rencontré Ruzi via Nicolas Robin-Schizo sur les chats de Caramel, on avait un peu commencé à discuter. Et donc à l'époque, ça faisait depuis 1 an, 2 ans que Cartoonist, des différents groupes qui faisaient des vidéos de ce type-là. Donc manga, japanime, jeux vidéo, il y en avait sur Nice et Bitoman, donc Atomic à Bordeaux, il y avait un projet qui montait un peu plus tard, France 5 sur Paris, bref, il y avait pas mal de France 5, ouais, donc 2 Alex Pilote. Tout à fait, comme les Bitoman, c'est Alex Pilote aussi également, qui est le premier d'ailleurs film parodie manga qui a eu une diffusion à un moment donné. Et donc Cartoonist offrait une plateforme de diffusion dans la grande salle. Et donc il y avait des centres. Ça de combien de personnes ? 900 personnes. C'est ça qui est hallucinant. Ouais. C'est gros en film. C'était n'importe quoi. Pas des congrès, c'est assez génial. C'était n'importe quoi. Je veux dire, on n'avait aucun public. Moi, je suis arrivé avec une cassette, à part moi et mes potes, personne ne l'avait vu, quoi. Et tu arrives là-bas en te disant, ça va être un garage à Toulon, il va y avoir 10 pelés, c'est-à-dire les 10 personnes qui viennent présenter leur film seront là, et puis basta, quoi. Tu te retrouves dans un festival qui faisait combien il y avait combien de... 25 000 personnes. 25 000 personnes qui débarquaient, quoi. Tu vois le machin, tu vois les stands, tu dis, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce machin, quoi. Tu débarques dans ta province, tu te dis, mais ça existe en fait, en vrai. Et on te dit, voilà où va être diffusé ton film en VHS, que tu as livré en VHS, n'est-ce pas ? Sur un écran immense. Au mieux en bêta, mais pas en VHS. Mais non, avec Alex qui bossait avec Eman qui avait des bêtas, nous c'était VHS à tous. C'est clair. Et tu t'arrives, tu as ta VHS dans la main, et tu arrives dans un amphi, il y a 900 places, un écran géant de cinéma. Tu regardes, tu fais, c'est pas possible, on va pas projeter un magnétoscope là-dessus, quoi. Si. Bah si. Mais c'est ça que je trouve génial, c'est que, disons que moi j'ai fait donc, des courts-métrages après mon BTS et c'était la consécration d'arriver à diffuser son film dans un festival. Et quand tu vas au festival, tu as littéralement 50 personnes qui remplissent une salle de 50 places, tu vois, et ton film est diffusé là, et dans la salle, c'est que les gens qui ont fait les autres films. Et donc au final, pendant longtemps, les festivals, on dirait ça qui part de ça, c'est que tu as des festivals entre guillemets avec une envergure, avec un fond un peu professionnel, où il n'y a jamais de public. Et là, Cartoonist réunissait vraiment plein de gens intéressés et laissait, on va dire, un espace de projection à des amateurs. Et c'est ça qui a créé un peu cette émulation, le côté, putain, on peut faire un truc bien et sans prétention, quoi. C'est parce qu'en fait, sur Cartoonist, c'était pas un festival de cinéma. Voilà. Et puis, finalement, le festival que tu cites, j'en ai connu quelques-uns, et non, ils ont leur public. C'est des festivals qui finalement ne s'adressent qu'aux auteurs. Voilà, venez, retrouvez-vous entre vous, faites une petite compétition, voilà. Mais c'est pas que c'est vers les gens. Bien entendu, ils aimeraient qu'il y ait des gens dans les salles, mais elles sont vides. Parce que finalement, c'est pas eux la cible. Là, sur Cartoonist, on était des fans d'animation, de jeux vidéo, etc., qui avons fait un film en hommage à nos passions, quelque part. C'était ça, on peut dire ça, complètement. C'était l'envie de mettre en image des situations amusantes avec les personnages qu'on pouvait bien aimer dans les séries, côté vraiment parodique. Parodie, hommage, voilà, les deux. Mais attention, quand même, je prends juste une petite nuance. Sur les festivals, il y en a certains qui drainent quand même beaucoup de monde en termes de public, hormis des festivals comme cela, genre le festival de Clermont-Ferrand, par exemple. Oui, mais non, voilà. Mais il y a beaucoup le de festival de... Donc pour dire qu'il y a de tout. Je pense qu'en fait, François parlait des festivals à un moment où tu avais soit des amateurs, soit des étudiants qui... plutôt le festival de tous les étudiants. Oui, ça a évolué. Mais là, ce qui change, en fait, c'est pas festival au sens qu'on peut l'entendre, c'est festival côté festif. Voilà, c'est ça, Cartoonist ou plus tard les Japan Expo. Ce qu'on retient, c'est ça, c'est des gens qui ont une passion réelle, qui consomment tous les jours, produits culturels, mais qui dérivent après sur plein d'autres activités, qui se réunissent une fois par an dans le sud en avril. Et donc du coup, ça drive vachement de monde qui attendent ça depuis des mois, donc il y a une espèce d'attente d'expectation et d'ambiance qui est unique en fait, mais c'est pas ailleurs, en fait. C'est vrai que ça a été créé, mais en fait pourquoi ça a marché, parce que voilà, on était des fans de ces gens-là qui ont fait notre hommage, et on proposait
à d'autres fans de partager ce truc-là. Et donc forcément, il y a une espèce d'émulation qui ont fonctionné, parce que les gens, ils ont vu à l'écran ce qu'ils auraient pu faire eux aussi. Quoi. Voilà. Mais moi, ce que j'ai toujours trouvé génial dans Damned et aussi le Capoeira Fighter, c'était que même si c'était très parodique de plein de trucs, il y avait quand même un univers qui se créait. Alors peut-être plus dans Damned où il y avait vraiment un univers un peu plus... En même temps, Super Tatan n'était pas un héros forcément préexistant, non? Si? Non, mais bon, c'était pas le but de créer vraiment une histoire qui Oui, mais même ça, cette volonté de passer outre la simple parodie, de dire ok, on va pas juste se déguiser en Son Goku, tu vois, on va essayer d'incorporer des éléments qui se suivent, etc. et créer sa propre mythologie. Il faut le faire. C'est-à-dire que c'est une démarche et tu te dis, bon bah, on prétend un peu plus, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé dans Damned, même si moi, j'ai surtout appris à connaître les Capoeira Fighter lors de la parodie que tu avais fait, le Damned Fighter, là. Oui. C'est rigolo. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à connaître et tout. Mais bref. C'était mon cadeau d'anniversaire. C'est ton anniversaire. Je peux te dire que j'ai beaucoup rigolé. Donc c'était un épisode où toi tu faisais le rôle donc de Rudy. Ouais, voilà, c'est le principe. Comme la démarche de base de Capoeira, c'était prendre plein d'univers dans le manga judo qu'on aimait bien et en faire n'importe quoi, faire une parodie. On a fait la même chose pour faire une surprise à Rudy, donc sur Damned. Réussi. Alors après, voilà, le principe c'est qu'on avait bossé plus ou moins ensemble les deux équipes, il y avait eu quelque chose qui s'est mal passé, on avait changé les corps, quoi, donc c'est Gideon encore Spiatadan, etc. Donc j'avais la joie de voir mes personnages, mon univers mis à mal, avec vanné dans tous les sens, sur tous ces travers. C'est un cadeau, on a fait quand même le côté parodie, autant mettre en place des situations avec d'autres personnages, mais aussi parodier certains côtés. Ils m'ont parodié complètement, genre... Il y a la vanne dedans, mais la vanne rigolote et bien intentionnée. Mais oui, voilà, privé de joke. Il y a des gros privés de joke, bien sûr. Des gros privés de joke. Mais c'était un bonheur. Donc ça c'était à l'époque, donc c'était donc tout à fait Damned 2, 3, 4. Donc là ça marque la fin de la première saison de Damned, tout à fait, avec un changement d'équipe, etc. Et de lieu géographique. Et de lieu géographique aussi, puisque... chaque fois qu'il déménage, c'est ça, je fais le vide. Mais c'est ça donc on en parlait tout à l'heure et tout, c'est que les séries amateurs et aussi maintenant ce qu'on appelle les web-séries, finalement c'est une continuité des séries amateurs. Oui, c'est des trucs que les gens ne se rendent pas compte, c'est que c'est intimement lié à la vie privée ou la vie professionnelle des gens qui la font. Et donc forcément, donc, le Damned a changé d'équipe, a changé de lieu, pour des problèmes liés à ton travail, etc. J'ai passé du statut étudiant à statut d'étudiant bis. Mais à Paris. Mais à Paris, voilà. Voilà. À Paris. Et donc, ça, je trouve intéressant, c'est que dans Damned, la deuxième saison, tu changes littéralement, on va dire, pas littéralement, non, c'est dans la continuité, mais on garde l'univers. Tu rebootes un peu ta propre série, tout en étant dans la continuité, chose que je connais aussi. Et donc, tu fais donc, Damned Next, voilà, pendant... alors, il y a eu combien d'épisodes de Damned Next 5. On a un peu une numérotation de polio. Sauf que la différence, c'est que avant No Life, donc ces épisodes-là, tous les films amateurs, pas tous, mais globalement, ils duraient environ entre 20 et 40 minutes. Voilà. Et il y en avait pratiquement un par an. Voilà, c'est ça, c'était notre folie annuelle. Ouais. Voilà, donc c'était les Pâques, Noël et... Généralement, qu'on faisait l'été, parce qu'on était majoritairement étudiants, donc on avait des vacances, et on pouvait bien trouver 2 semaines sur les 2 mois de vacances scolaires pour tourner quelque chose. Donc toi, tu as rejoint Damned Next, tu as fait, je crois, 3 personnages ou 2. En fait, première fois que je suis dans Damned, c'est dans Damned 3. Ouais, donc là, tu faisais le vampire. L'année, effectivement, on s'est rencontrés avec Rudy et d'autres personnes comme Fred. Le vampire. Edouard Montreman, hein. Ouais. D'accord. C'était le prénom qui s'était choisi pour son personnage. Exactement. Donc il y avait le 3 et le 4 comme ça. D'ailleurs, vous apparaissez dans la Flanders Company, dans Damned. Damned 3. Oui, dans le dernier Damned. Il y a Clémence qui fait Sylvie, Fred qui fait Hippolyte. Dans Damned 3. Dans Damned 3, le premier rôle de Simon. Oui, c'est Armand, le chef et du service de sécurité de la Flanders Company. Et c'est une société qui s'occupe des intérêts de démons. Putain, mais oui, c'est vrai qu'il y avait la Flanders Company. C'est Blood Your Man. Mais là, ça y est, j'ai le nom de la série revient de ce truc, de cette espèce, parce que finalement, il était là le prototype de la Flanders Company, était dans Damned.
quelque part. C'est une société qui devait... alors c'était un peu plus biblique, à 2 balles, quoi. C'est une société secrète qui s'occupait de la réinsertion des morts-vivants supérieurs dans la société, c'est ça? Ça, et gérer les intérêts des démons, voilà. En fait, en gros, le niveau de Damned... C'est plus ange versus démon. Voilà, c'est vraiment... Le cadre de la série, c'est pas trop super-héros, c'est le côté... c'est le côté un peu plutôt ésotérique. Exactement, un peu la Buffy, quoi, on va dire, Exactement. dans l'approche. Parfois comme Charme, mais Sans rarement. Sans les boobs. Ça Sans dépend. les boobs de Sarah Michel Gellar, quand même. Bon, on en avait quelques-uns, quand même. Ouais. C'est vache pour nos comédiennes. Non, Nathalie, excuse-moi, j'avoue. Vu qu'on avait passé, et Lohan et Clem. Mais il y avait déjà hein, donc, ce côté mythologie, comment dire, inspiré de plein de choses, mais au final original. Ouais, En sur fait, Damned, il y avait sur eu Damned, une la création base d'un était monde, originale. Dans Damned Again, on avait fait des parodies, puisque justement c'était le thème du festival, donc on l'avait fait pour le festival. Dans le 3, on a fait parodie entièrement assumée parce qu'on avait trouvé le festival tellement génial qu'on s'est dit, maintenant qu'on a vu ce que c'était, en fait, ce que les gens attendaient, enfin, parce qu'on avait vu les autres productions, on avait vu ce que les gens faisaient, c'était complètement barré. Moi je m'étais dit, je vais jouer le jeu, voilà, on va jouer le jeu à 100%, on fait un épisode. Donc il y avait un générique à la Cowboy Bebop. Voilà, j'avais repris plan par plan le générique de Cowboy Bebop. Il y avait les Sailor Moon. Il y avait plein de références de Sailor Moon, donc voilà, on était déjà très méchants avec les gens. Les Sailor Moon, il y avait Link, il y avait qui d'autre? Il y avait Pikachu à la fin. Pikachu à la fin, voilà, donc on avait bien intégré certains trucs. Et donc le Damned 4, le dernier, qui je sais, toi, n'est pas ton préféré, mais qui moi m'avait, comme tu dis Simon, ça avait blow my mind, parce que vraiment cet épisode je le trouvais vraiment épique, à plein de niveaux, même s'il était très frustrant, je sais, au niveau du tournage. Il avait été fait pour être un peu épique, c'est la partie de ma carrière entre guillemets où ça a été ah mais en fait peut-être que je peux faire quelque chose de plus sérieux, tu vois. Bon, que je regrette pas forcément, mais parce que c'était à faire, je pense, pour évoluer ensuite. Et oui, c'était un épisode très particulier, quoi. Mais qui a fait un peu la transition avec Damned Next ou... À l'époque même, quand je l'ai fait, je me suis c'était... Alors oui, pour remettre dans le contexte, en fait, il y a eu une grosse brouille interne, en fait, où il y avait les 2 personnes qui jouaient avec moi sur Grenoble, qui faisaient les acteurs avec moi, avaient détourné le principe de la série qui m'appartenait, en fait, pour faire une espèce de spin-off dans lequel, où j'avais eu pas mon mot à dire, j'étais mis devant le fait accompli. Et même poser le fait en disant voilà, nous aussi maintenant on a envie de tirer un peu la couverture à nous, donc voilà, on a fait un épisode de Damned, on te dit pas, on te demande, on a fait un épisode de Damned, pardon, on te demande pas on invite, de toute façon si tu fais chier on quitte la série. Donc j'étais en plein Damned 4 et ça m'était tombé sur le bout du crâne, donc ça a été très particulier. J'ai réussi à la jouer fine de façon à terminer Damned 4 sans qu'ils s'en rendent compte, en fait, c'est-à-dire en modifiant certaines scènes, etc. Puis à la fin de Damned 4, spoiler, pratiquement... Oui, il y a une bonne... normalement, voilà, toute l'équipe meurt. Tout le monde meurt, en fait. On a un beau holocauste. Sauf 2 personnages, il reste plus que 2 personnages. C'est plus que 2 personnages. Mais c'est ça qui a permis donc de rebooter un peu la série. Moi j'ai bien aimé ce tournage de Damned 4 par contre. Ouais, ah ouais, on le ressent très différent. Moi j'ai bien aimé parce que c'est l'épisode où en fait... pour me vaincre, Lohan me montre ses seins. Donc, voilà. Et puis t'as du sang qui te sort du nez comme Tortue Géniale et tout. C'était bien son âge. Moi j'ai pas vu tous ces problèmes. Si vous vous rappelez pas qu'elle avait un qui peut tourner avec nous, qui avait Immobilier. Mais oui. Ça te rappelle ça? Ah, je peux pas tourner avec vous, j'ai Immobilier. Je m'en rappelle. C'était pas mal celle-là. Bon, en privé de jeu, pas. Bah oui, c'est du coup ça a profité de cette scission-là, du scénario qui a été. Ah non, pas tout à fait. D'abord, le premier truc, ça a été pour moi, c'était terminé quoi. On venait de me tuer ma série. À cette époque-là, pour toi, il n'y a pas de suite. Oui. Quand je le montais le truc, vraiment jusqu'au moment où il a été fini. Je pensais que c'était le dernier que je tournais, que voilà, c'était foutu en l'air. De part déjà, c'était déjà le cas parce que je me barrais finalement. Ouais. Les études étaient terminées à Grenoble, donc on se cassait tous, on se reverrait plus. D'accord. On était des potes étudiants, on allait tous devoir évoluer. Et donc c'était plutôt cet état d'esprit, c'était un peu triste. Hein. Et en fait, c'est dans cette période-là où j'ai rencontré 2 personnes, l'acteur qui joue Rémi et Guillaume qui nous a fait l'Ange Dominique et qui m'ont vraiment boosté.
Et Simon et Clémence se sont greffés aussi en disant faut pas faire mourir le projet. T'as 2 connards qui t'ont fait un sale coup. Le truc s'arrête là, mais tu peux rebondir. Et on a commencé à discuter de la façon dont ça pourrait rebondir. Et la saison 2 s'est dessinée dans la tête en fait. Voilà, et moi je me rappelle très bien du premier teaser de Damned Next 5, enfin 5.1, où ça commençait par on vous avait dit que c'était fini, et on finit sur toi qui dit poisson d'avril. Et en fait, voilà, tu dis ouais, quel humour à l'époque! Ah ouais! C'était plus non, mais je sais pas, non, mais On a baissé le niveau. mais au-delà de la blague, le simple fait que oui, ben, on devait terminer, ben, en fait, non. Et le rebond, tout à fait. Et le rebond était vraiment énorme, quoi. C'était un peu mon état d'esprit à ce moment-là. Du moment où je me suis dit, putain, je veux repartir, il y a plein de choses intéressantes à faire, forcément. Et donc, la série Damned Next, qui est vraiment pratiquement une série à part entière, voilà, quoi. Elle se démarque vraiment parce qu'il y a vraiment un côté mythologique qui est vraiment mis en avant avec des intrigues faites vraiment sur le long terme, tellement le long terme que ben, c'est pas encore terminé vraiment à 100%. Donc, c'est vrai, oui, tout à fait. Hein, donc c'est ça qui traîne. Non, mais c'est ça que les gens ne se rendent pas compte, c'est que derrière l'humilité des moyens, il y a une vraie ambition scénaristique que les gens oublient, surtout maintenant à notre époque, où les vidéos de chats font des millions de vues. Voilà, quand on se lance dans un truc comme ça, écrire un film, que ce soit, je dis, on peut se trouver plein d'excuses. Le matériel, on fait avec ce qu'on a, la technique, on fait avec ce qu'on a, l'humain, on fait avec ce qu'on a, les sous, on fait avec ce qu'on a. Donc ça peut pas être aussi bien que les vrais. Enfin, il y a quand même des gens comme toi qui prouvent le contraire. C'est c'est vrai. Mais voilà, quand même à cette époque-là, c'était d'autant plus vrai que les outils n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, quoi. On n'avait pas l'accès à tout au tout numérique. Ou alors il était assez confidentiel, donc pour le choper, c'était un peu difficile. Et malgré tout, voilà, on peut se trouver plein d'excuses pour faire un truc un peu bidon. Par contre, quand on prend un papier ou un clavier et qu'on tape un scénario, t'as les mêmes moyens. T'as les mêmes moyens que le mec qui va écrire le scénario. C'est-à-dire que tu es sur un pied d'égalité. Donc si tu fais moins bien qu'un mec qui est pro, bah, c'est que tu es moins bon que le pro, quoi. Et si tu fais de la merde, bah, c'est que tu fais vraiment de la merde, tu peux t'en prendre qu'à toi-même et à ta tête. Et donc du coup, c'est quand même, enfin moi c'est comme ça que je vois un peu les choses. Donc, du coup, quand j'écris quelque chose, je veux dire, c'est un petit peu un challenge intellectuel, quoi. C'est un grand mot intellectuel quand tu fais juste des calembours, des jeux de mots, des situations, des trucs comme ça. Mais tout de même, c'est une réflexion. C'est une réflexion. Je veux dire, voilà, moi si je voyais, je vais écrire un truc, si je voyais à l'écran, faut pas que j'en ai honte. Et voilà. Et donc, bah, ça, c'est vraiment un état d'esprit que. Enfin, c'est ça qui m'a vraiment marqué à l'époque où j'avais vu donc, le premier Damned, c'était Damned 3, donc, à l'époque donc, de la nuit du film amateur sur Game One. C'était cette ambition-là, quoi. C'était le côté. Je me rappelle, jouer au grand un peu là-dessus. Hein, mais c'était. Voilà, mais c'est ça qui m'a plu, moi. C'est ça que je me dis, ok, les mecs ils se prennent pas la tête, et pourtant, c'est pas une raison pour faire juste de la parodie pour de la parodie. Et ça. Non, on s'est jamais pris au sérieux sur ce qu'on faisait. Par contre, on a toujours fait les choses sérieusement. C'est-à-dire que voilà, quand on est dedans, tout le monde met la main à la pâte. Hein. Toute l'équipe, Simon le premier, c'est pas des acteurs. C'est-à-dire qu'ils font pas leur scène et puis après ils vont dans leur loge. Ils font on n'a pas de loge. C'est le problème. Si t'as les chiottes animées là, non, je dis pas les loges. Ça sent un peu le ouf. Surtout quand certains sont passés avant toi, merci, quoi. On dira pas de nom. Et enfin ouais, voilà, donc tout le monde est investi, c'est les premiers critiques, quand ils ont fait des scènes, qu'ils ont fait « Ah, je suis mauvais, est-ce que je suis nul, redis, putain, dis-le quand je suis nul. » Mais non, t'es pas nul, mais si, je suis nul. Ah, mais t'arrêtes pas de te dévaloriser. Ah, putain, c'est moi maintenant. Oh là là, qu'est-ce que je suis nul. Voilà, donc on est tous un peu on est tous un petit peu dans ce côté-là où on adore voir les autres. Hein. On aime bien voir les autres jouer en général, sauf cas exceptionnel. Et après, quand c'est notre tour, on se dénigre facilement, quoi. Donc on se prend pas au sérieux, mais on a toujours la volonté d'aller un peu plus loin. Bah sinon on essaie de faire bien, quoi. Enfin, voilà. Bien autant qu'on sent qu'on parce peut. On n'a pas la prétention d'être des bons. Hein. Mais c'est ça que voilà, c'est ce décalage entre cette humilité et le résultat qui est quand même assez incroyable. Enfin, il faut toujours contextualiser, c'est-à-dire que je sais que bon, sur French Nerd, tout le monde ne peut pas apprécier la Flanders Company parce qu'ils peuvent avoir des blocages sur certains côtés, on va dire techniques, etc. Bon, on n'est pas là pour les obliger à aimer, mais les gens ne se rendent pas compte en fait que toutes les tout le talent est déployé dans des trucs qui ne se voient pas forcément. Le fait que la série continue d'exister au bout de 4 saisons alors que personne n'est payé sur la série, toutes les trames scénaristiques où
t'as toujours envie de voir la suite, parce qu'il y a toujours un truc qui te tient en haleine, etc. Tous les détournements sur l'univers des super-héros et tout. Enfin, il y a tellement de choses que les gens ne voient pas parce que ils bloquent sur un truc, mais ça, avec le Visiteur du Futur, c'est pareil. Hein. Les gens ne se rendent pas compte, mais quelqu'un qui n'aime pas Florent, qui fait des grands jets, il y a des gens, très clairement, qui m'ont dit je vois pas l'intérêt du Visiteur du Futur parce qu'il y a un mec qui crie tout le temps. À partir de là, tu peux pas aller convaincre. Oui, mais c'est beaucoup plus profond que ça en a l'air. Il dit non, il y a un mec qui crie. Non, mais de toute façon, voilà, on a un support visuel. Le support visuel, si tu n'y accroches pas, de base, tu vas avoir un souci. Quoi. Soit tu fais un effort de volonté pour essayer de te plonger dans le truc et ça marche en général pas. Soit tu passes à autre chose. Mais c'est normal. Nous, on propose un truc, ça peut pas être que ce soit toi ou moi. On est loin. On le sait, on va pas faire l'unanimité. C'est une évidence. Après, quand tu proposes un truc à une tierce personne, tu vas avoir un public, tu lui présentes quelque chose, le public a tout à fait le droit de te dire bon bah ça m'intéresse pas, c'est de la merde, au revoir. Bon bah. C'est une question de goût, de sensibilité, c'est une question de goût. Il peut aussi s'abstenir de le crier sur tous les toits et forcément d'essayer. Bah ça c'est le problème d'Internet. Ça c'est le problème, c'est le royaume des cons, excuse-moi. C'est comme les urnes, hein, je veux dire, tous les cons peuvent voter. Hein. Mais c'est pareil pour l'expression sur Internet. Mais en même temps, ça permet. Enfin, ça je fais mon. Comment on dit quand tu mon réac, voilà. Parce qu'à côté quand même, voilà, ça permet ça permet la diffusion. Ça permet une diffusion, c'est une super plateforme, ça permet des rencontres géniales. Tu rencontres aussi des gens très très bien. Tu peux avoir des échanges avec les gens qui sont super, etc. Après, c'est aussi, voilà, c'est le problème d'une tribune extrêmement libre, c'est que parfois c'est celui qui gueulera le plus fort que ce sera. Mais ça c'est marrant parce que tous ceux que j'ai rencontrés qui font des vidéos sur Internet et le disent, mais même, et encore il y en a qui le disent avec beaucoup plus de virulence envers leur propre public des fois. C'est ça que je trouvais assez fou, c'est que tu as des créateurs de séries ou de vidéos ou des grands blogueurs qui disent, j'ai entendu dire ah mais moi de toute façon mon public c'est des cons, hein. C'est des cons, ils disent de la merde, voilà. Et c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est pour te dire que voilà, ouais. Ça peut aller. C'est-à-dire qu'il y en a qui carrément rejettent ça. Ils rejettent leur propre public et leur propre succès. Non, mais moi, ça me fascine parce que je me dis putain, d'en arriver là, c'est dur quoi. Et ce qui est bien avec la Flanders Company, c'est que vous avez un rapport avec le public qui est quand même très sain. C'est-à-dire que vu que vous êtes très présent en convention, etc., en côté humain, on peut vous rencontrer, etc., vu que vous n'avez pas de prétention justement professionnelle, justement le rapport, il est beaucoup plus simple, quoi. Il est beaucoup plus... On est accessible. On est accessible et oui. on est open. Enfin, quand on est sur des salons, généralement, c'est que ça nous amuse, on aime bien ça, on rencontre des gens, on est content d'être là, c'est pas une obligation. Si jamais on n'a pas envie, ça nous est déjà arrivé, on va dire bah non, on va pas venir à tel événement parce que là on n'a pas spécialement envie, parce qu'on enchaîne plein de tournages, on a envie de se reposer un week-end et voilà. Mais du coup quand on y va avec plaisir, donc c'est la différence on est là pour rencontrer les gens, pour discuter avec eux. Un comédien professionnel, il signe un contrat, dans lequel son contrat, il stipule qu'il doit faire la promo de son truc et serrer les mains des gens et sourire, c'est dans son contrat. Il va travailler. Un comédien, combien de projets qui vont le motiver va avoir dans sa vie? Bah ouais. Un comédien lambda. Voilà. Je veux dire, à part les grands, c'est ça, c'est normal. Le mec, il a fait son taf. Une fois le taf fini, il rentre chez lui. Je sais pas, quand tu fabriques des fauteuils roulants à la chaîne, tu rentres chez toi, tu vas pas dire à ta femme, wouh, j'ai kiffé les fauteuils roulants. Enfin non, c'est parti de la routine. Après, tu passes à autre chose. C'est un peu ingrat pour le public, mais il faut le comprendre aussi. Nous, on est tous très impliqués dans le projet. On y croit, c'est notre bébé collectif. On s'y met à plusieurs. Pour le faire. Et voilà, on a cette espèce de mutant un peu improbable que les gens peuvent ne pas apprécier, et ben c'est leur droit et on s'en fout. Parce que nous, on l'apprécie bien. Et on est toujours en perpétuel émerveillement de voir que le petit mutant, ben, y a plein de gens qui aiment bien, quoi. Donc forcément, en allant dans ces... nous, on le prend pour nous quand on va dans ces conventions et que les gens nous disent ce qu'ils aiment, etc. Donc on est forcément content, donc on est forcément ouvert vers eux, quoi. C'est ça qu'il faut. Et vraiment, moi, enfin... J'essaie vraiment, enfin, j'ai pas envie de convaincre les gens, etc. Mais. Non, il faut pas les convaincre. Non, mais. Les gens, ils se font l'idée. Non, parce que j'ai eu des commentaires des gens qui me disaient quoi, t'as de la Flanders Company, mais t'as pas le goût, alors ça veut dire, en gros, le respect que j'avais pour toi, je l'ai plus, tu vois. Et les mecs, déjà, t'as envie de les baffer, mais. C'est ce qui est le plus proche de l'amour, c'est la haine. Ouais, bah voilà. C'est un petit peu particulier. Et le mec, moi, je comprends pas. Il retourne sa veste en 2 secondes, et je me dis.
Mais il y a des choses quand même, j'aime pas. Je me dis, bah non, j'aime pas. Puis je passe à autre chose. Mais cette volonté de dénigrer, elle est. Mais c'est surtout que les gens je te dis, passent à côté. Get a life, quoi. En fait, c'est un peu. Pour moi, je pense que Non. la Flanders Company a un peu le même syndrome justement que Buffy contre les vampires. C'est-à-dire que dans Buffy. Ça, c'est du compliment. C'est bien. Pendant... Ça, c'est bien. Ça. En fait, tu as raison, François. Je sais pas ce qu'il va dire, mais je dis que j'ai bien. Continue ton discours pendant ce temps, je me caresse un téton. Moi, je me casse. Donc, au revoir, monsieur. En fait, dans l'interview de Joss Whedon, il disait il a volontairement appelé Buffy contre les vampires. Que les gens disaient mais c'est ridicule comme titre. Buffy, c'est le nom le plus ridicule qu'on puisse trouver contre les vampires. Mais et en fait, il dit ouais mais c'est une façon d'éloigner les snobs, d'éloigner les gens qui ne pourront jamais comprendre ce qu'on fait et d'être assez finalement on dit ah c'est débile et les gens ils rentrent dedans avec un côté oh ça va être débile une meuf qui tue des vampires. Et tous ceux qui ont suivi Buffy les vampires savent que ça va beaucoup plus loin que ça. Ouais. Et que moi, enfin tous ceux qui n'aiment pas Buffy contre les vampires, c'est ceux qui l'ont pas vu en fait. Qui disent ah bah attends mais c'est ridicule, c'est une meuf qui tue des vampires. La majorité peut-être. Il y a qui l'ont vu. Ouais, non mais tu peux ne pas accrocher à un truc, mais il y a un côté très pulp en fait, très pop culture, super assumé, second degré décalé. Mais avec un mec qui développe ses scénarios. Ces scénaristes qui sont hallucinants. Et c'est de l'enrobage, ça c'est voilà exactement. Mais derrière, ça n'empêche pas. Voilà c'est ça, c'est une question d'enrobage. Putain le monde en carton mousse. Les monstres qui puent, les mythologies transformées, les mythes ésotériques américains, quand même, tu vois, genre, c'est très n'importe quoi, il n'y a pas de cohérence. Et pourtant, il n'y a pas de cohérence sur l'enrobage, sur les monstres et compagnie. Et putain, à l'intérieur, toute la critique de la société, tous les personnages. Tous ces personnages qui sont développés, toutes ces histoires qui sont développées, toutes ces expériences qu'il a fait, les épisodes muets, un épisode musical. Enfin, voilà quoi. Et ce qui fait que pour le public qui connaît, tu es un personnage super important très très rapidement, craque comme ça. Voilà. Et scénaristique. Tu es un personnage encore important, mais d'une façon la plus naturelle, alors que tout est magique et tout. Et parfois aussi. Voilà. Et en fait, au final, c'est ça le truc, c'est qu'en gros, c'est de l'humilité, je trouve. Le mec, il dit, ok, c'est d'apparence, c'est pour les enfants un peu. Et en fait, quand tu rentres dedans, tu dis, oh putain, mais en fait, c'est tellement plus profond et tellement plus poussé. Et je comprends, moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé sur la série. J'avais découvert ça la première fois quand ça passait, je sur la 6, la saison 1. J'avais un peu regardé. Bon, voilà, les vampires, c'est partie des créatures un peu mythologiques, folkloriques, que j'aime beaucoup dans différentes œuvres, que ce soit des bouquins ou des films. Donc je vois ça. T'as vu Twilight ? Ouais, malheureusement, ouais. Je ferai pas de commentaire dessus. Et donc je vois un de Buffy, et franchement je suis pas convaincu. Voilà, je vois cette blondasse un peu coconne, cheerleader qui arrive dans un trou paumé, avec sa copine Nagui Cotis et le mec drôle qui essaie de se faire des nanas mais qui arrive pas, qui est le gros loser. Taper sur des mecs qui ont des vilaines prothèses faciales et deux tucs en guise de canine. Je me dis non, ça peut être possible. Et puis bien un an plus tard, j'ai un pote, vu qu'on avait des goûts assez communs, qui m'en reparle. Je suis attends, tu délires, j'ai vu les épisodes, c'est franchement pourri quoi. Puis il commence à me vendre le truc, genre mais non, attends, là, niveau histoire, c'est l'époque où il y avait Spike et Drusilla qui est arrivé, où Michel a repassé méchant, etc. Il m'en parle et puis je fais ok, je rejetterai un œil. Et je rejette un œil à ce moment-là. Et ouais, après je me suis mangé la série. Moi j'avais un a priori, à peu avoir vu juste quelques instants, mais tout le monde, mais tu disais, et après j'ai accroché en me plongeant dedans quoi. Moi c'était pareil, pendant des années j'ai refusé de regarder la série. J'ai snobé, j'étais vraiment un petit con quoi. Qui snobait disant mais pourquoi je regarderais une série avec une meuf qui s'appelle Buffy. Moi ça a été ma première leçon personnelle. Hein. Je veux dire voilà, c'était mon. Je regardais la série et ça s'incrustait quelque part. Les mécanismes de façon, enfin les mécanismes d'écriture de Joss Whedon et de son équipe, parce qu'évidemment il n'y a pas tout ça à écrire. J'ai trouvé fascinant parce qu'il y avait vraiment des épisodes qui étaient tu avais des crescendo, tu te retournements de situation, l'absurde qui arrivait, tout s'enchaînait. Et surtout qu'il y avait il y a un truc très nihiliste chez Joss Whedon, c'est un mec qui n'est pas, c'est marrant parce que c'est l'inverse de J.J. Abrams. J.J. Abrams, c'est un mec qui va utiliser une apparence très sérieuse, très réaliste, et avec quand même un fond très classique. Voilà. Et des fois ça marche bien, hein, mais ça reste très classique. C'est-à-dire qu'en gros, les gentils gagnent, les méchants meurent, et puis voilà. Joss Whedon, c'est l'inverse. C'est un mec qui va donner une apparence très cartoonesque, très, on va dire, enfantine, et en fait, son fond
est super nihiliste, quoi. Ses fins de saison à chaque fois, et même ses fins de série sont toujours très pessimistes, quoi. Ouais. Et ça, le match va tellement plus loin que sa forme. Et donc, j'en reviens à la Flanders Company, parce que pour moi, c'est important d'en discuter, parce que là, on a donc la saison 4 qui arrive très prochainement, et qui en plus, la saison 4, donc bon, j'ai eu la chance de voir les épisodes en avant-première. Ce que je trouve génial, c'est qu'ils recontextualisent les personnages au sein de l'univers de la Flanders Company et de ce que fait la société. Enfin, la société, dans le sens de la société, l'entreprise, la Flanders Company. Et ça, c'est le truc pour moi, mais je dis pas que c'est l'idée du siècle, mais presque, quoi. La Flanders Company, la société Flanders Company, c'est une idée géniale. Et les gens l'oublient parce qu'ils considèrent que c'est un peu un prétexte pour qu'il y ait des super-héros et des méchants en costume. Mais la façon dont ils sont réunis, le cadre, est génial. Et c'est depuis le début, il y a ça. Mais c'est vrai qu'on l'oublie. Donc, est-ce que tu peux représenter la Flanders Company avec tes mots et tout, pour que les gens sachent qu'est-ce que fait cette société-là? Ah, mais l'univers, c'était ça part d'un constat qu'on a eu il y a très longtemps, où on s'est réunis, Simon, Nicolas Robin, plein d'autres personnes autour, Clémence, il y avait Fred déjà, qui joue dans la Flanders, et on discutait un peu de tout ce qu'on faisait comme film amateur. Et on est arrivé à une espèce de consensus, on se disait tous. Le consensus, je dois dire, il est arrivé assez tard. Oui, il est arrivé assez tard, ouais. Et voilà, on a quand même, après une soirée très nébuleuse où on a parlé de beaucoup de choses, on est arrivé à un constat en disant, voilà, c'est quand même, soyons honnêtes, dans tout ce qu'on fait, c'est tellement plus jouissif de jouer un méchant que de jouer un gentil. Les héros, ils sont stéréotypés, ils sont fadasses, hein, leurs actes sont dictés. Dès que tu as un vilain, tu peux faire ce que tu veux. Dès que tu as un méchant, tu fais ce que tu veux. Et donc, on était parti là-dessus, et alors là, on était tous déchirés, hein, par différentes substances tout à fait illicites, même alcoolisées surtout. On était vraiment dans un brouillard, on était partis. On allait faire un grand film commun, on allait faire le kibbutz du film amateur. Est-ce que c'était avant que No Life fasse son... Oui. Je te parle de 2000, moi. Ah, d'accord, 2000, ok. Hein, donc c'était vraiment les premiers, à l'époque d'Amnet, les premiers d'Amnet, tout ça. On disait, allez, on va se faire un giga film qui s'appellerait City of Villain, et ce serait, on parlerait que des méchants. C'est-à-dire, c'est les méchants, les héros, ils sont dans une ville qui contrôle. C'est les méchants qui sont aux commandes, et ce sont les méchants de tous les méchants de l'univers, ils sont là. Et on finira le film, les héros arrivent pour nous engloutir, et finalement on se rend compte que c'est eux les méchants et tout, et à la fin c'est un des personnages qui fait tout sauter, et c'est le seul qui survit. C'est incompréhensible, c'est normal, mais je vous rappelle, on était bourrés comme ça. Et on avait commencé, ça allait super loin, on avait dessiné les costumes. Ah ouais. Les costumes, je faisais un pyromancien. C'était horrible, voilà. C'était un feu partout, voilà, un pyromane, pardon. Et voilà, donc on était parti très loin, évidemment, le lendemain c'était fini, quoi. La moitié de ce qu'on avait dit, mais c'est quoi ces dessins, etc. Mais c'est resté dans un coin. Ça a été, et quand No Life a été créé... vers 2006-2007. Voilà, qu'on nous a dit, il faut faire un truc. Moi j'étais là, je peux pas faire d'Amnet. Je peux pas faire d'Amnet pour No Life, c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'on avait la contrainte d'un format court. Ouais. C'est vrai qu'avant, en fait, tous ces films-là, ils faisaient entre 20 et 40 minutes. Ouais. On était seulement une 30 minutes avec d'Amnet, donc là, on allait sur un an pour le faire. Ouais. Donc là, on disait, voilà, il faut un faire an 30 minutes, toute l'année, 5 minutes. Quoi. il faut amener du contenu. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Il y avait Caméra Café qui venait de sortir, Kaamelott qui était assez balbutiement, donc on était là, on disait voilà, c'est ça, ce format-là il est bien. Ouais. Et donc on est parti là-dessus. Et il a fallu trouver un concept, quelque chose. Hein. Et c'est là que ça s'est revenu en surface. Et j'ai commencé à écrire le concept de la Flanders Company. Je me suis fait aider par Bastien j'ai présenté le truc, on a commencé à réfléchir à deux, donc on s'est fait un ping-pong qui a fait qu'on a pu mettre les formes de base de la Flanders. Et après j'ai présenté tout ça aux différents protagonistes. Et donc en fait, est-ce que par rapport à No Life, donc No Life, on se crée une chaîne donc, créée par un pote à vous qui a un espace de diffusion assez incroyable. Et c'est ça, c'est un peu l'histoire du siècle. Alex nous annonce ça à tous de façon directe ou indirecte. Toi, tu ouvres grand les yeux, tu ouvres la bouche, tu as la langue qui pend, tu fais non, c'est vrai. On a une chaîne de télé qui va être créée, et c'est notre pote qui l'a créée, et en plus il nous dit si vous voulez participer, proposez des choses. Donc nous on est tous là, on se dit putain mais on a nos boulots et tout, on peut pas, on peut faire un film par an comme ça pendant les vacances, mais là on vient de rentrer dans la vie active, on n'a plus de vacances, et il faudrait qu'on fasse une émission de télé.
Donc on se dit c'est pas possible. Puis après tu te dis ouais mais putain c'est l'occasion du siècle, si tu la loupes, t'es qu'un gros con quoi. Donc forcément autant tenter de se louper que... Voilà, autant tenter de se louper. De toute façon c'est No Life, la chaîne Japopunk quoi. C'est ce qu'on dit, ce que je dis à Alex. Ta chaîne c'est une chaîne punk quoi. Parce qu'elle est faite pas... Vous avez vraiment 3 bouts de ficelle par rapport à une vraie chaîne de télé et vous donnez tout ce que vous avez et vous faites plus que certaines chaînes qui elles sont dans un secteur professionnel. Et puis après on a vos chiffres et là on fait putain c'est maudite. C'est une même finalement démarche que ce qu'on peut faire nous et nos vidéos. En fait, on n'a pas le matériel, on n'a pas les finances. Pour beaucoup on n'a pas la formation, on n'a pas de temps ni rien. Mais on va mettre notre trip, on va y aller, on va pas compter sur des concessions, des efforts, etc. Puis au final, ça fait un résultat qui trouve écho. Après, est-ce qu'il est bon, pas en termes de qualité, c'est difficile de juger, mais il y a des gens qui adhèrent. C'est surtout ça quand vous avez testé ça avec les festivals genre Cartoonist après Japan Expo, c'est que vous saviez que le tout n'allait pas se perdre dans le néant quoi. Il y a quand même un public et un public demandeur. Il y en a qui sont super fidèles, qui nous suivent même depuis 12 ans, ça fait 12 ans qu'on fait des vidéos ensemble sur Planète 3. Tous ceux qu'on n'a pas déjà il y a des gens, ça fait 12 ans qui te suivent quoi, tu vois. C'est hallucinant. C'est pas mal. Et donc en fait c'est cet intérêt de vouloir faire quelque chose qui n'a aucune rentrée d'argent, mais pour le plaisir de se retrouver, et 2 dans la connaissance qu'il y aura quand même un écho face à un public et encore à l'époque il n'y avait pas les chiffres de No Life donc non, c'était vraiment l'expérience du coup. Pour nous il allait y avoir 1000 pelés qui allaient allumer leur télé et choper ça. On n'en savait rien. On ne pouvait pas savoir, c'était pas mesurable. Comme nous c'était web série, c'est un peu une web TV quoi. Donc même si c'est diffusé sur les canaux des boîtes de fournisseurs d'accès internet, pour l'instant. Peut-être bientôt ça changera, mais pour l'instant pas le câble, ni satellite, ni rien. Là, entre le temps où on a entendu parler et le temps où ça s'est lancé, il y a eu 2 ans quoi. Et donc, non, je sais plus. Donc la Flanders Company, en t'inspirant un peu du côté Caméra Café, Camelot, en fait ce qui est intéressant c'est qu'à cette époque-là, Damned était en cours dossier de production et devenait quelque chose d'assez énorme, d'épique, avec des combats hallucinants. Il fallait refaire tout à fait. Et avec la Flanders, tu rabaisses tes ambitions un peu et tu recadres le format dans un format court, limite. Il y a même dans le début de la Flanders, c'est plan fixe, c'est 2 personnages qui parlent sur le canapé. Bien sûr, on était là, on a dit putain, il faut faire plein d'épisodes, il faut en faire 3 par mois. Comment on peut faire en n'ayant que les week-ends? Et ben on va limiter tout. On se limite à une unité de lieu. On a beaucoup écrit le concept avant de commencer les tournages. Moi je suis parti le leitmotiv de base, c'est moi qui l'ai sorti. Je dis on est dans un monde où il y a des super-héros et des super-vilains, sauf qu'ils travaillent main dans la main. C'est-à-dire les super-héros ont besoin de... C'est des businessmen, ils ont une image à capitaliser, etc. C'est des stars. C'est des stars. En tête, j'avais un peu le modèle du panthéon praticien, quoi, où un dieu n'existe que quand le peuple a la foi, et plus les peuples, plus le nombre de fidèles est important, et plus le dieu a de la puissance. Ça c'est un concept, j'avais un peu ça en tête quoi, genre les super-héros se gargarisent mais avec une critique de la société de stratification et du capitalisme. Je revenais d'une formation d'ingénieur à généraliste où j'avais travaillé dans une boîte où les conditions de travail des gens qu'on faisait bosser dans le tiers-monde étaient hallucinantes. Je veux dire, j'étais revenu de l'entreprise complètement avec des désillusions pas possibles. Et ma première chose c'était je fais une critique avec mes références à moi sur ce monde-là de l'entreprise. Sur ce monde d'entreprise, ce monde pourri. Je veux dire, finalement, les super-vilains ici, c'était une période, j'étais dans ma tête, c'était les super-vilains de ce monde réel, quoi. C'est pas Ben Laden et les mecs qui font péter 2 putains de tours. C'est les mecs qui tuent des centaines d'Africains à aller creuser dans les mines de cobalt, etc. quoi. Donc finalement, le pire méchant, c'est plutôt Armand Truman Plutôt les actionnaires. Les actionnaires, d'accord, ok. Qui font virer à la saison 2 sans aucun état d'âme, qui font revenir sans aucun état d'âme, ce genre de choses. Qui changent la politique de la boîte sans réflexion. Mais qui font que des gens comme ça, comme Armand Truman et d'autres, existent. Ça, c'est qu'il y a des gens qui bénéficient. Dans le pitch de base, il y avait pas mal de. Mais c'est ça que je trouve génial et qui est. Du monde de l'entreprise. Et la starification, elle est un peu les sportifs. Moi, les super-héros, par exemple, je les vois comme des sportifs. Les sportifs, en fait, le match sont toujours truqués. Et les super-vilains sont les mecs qui acceptent de recevoir l'argent et dire ok, je me couche à la fin. Dans les trucs de catch, c'est ça. C'est que du spectacle. Et souvent, dans ce milieu-là, les gens dans le milieu du catch, les gens qui font le rôle des méchants sont des mecs très humbles et adorables. Et les mecs qui font le rôle des héros
sont souvent des ordures en fait. Et ça, dans Flanders, dans la saison 1, l'épisode qui montre très très bien ce mécanisme-là, c'est vraiment avec l'épisode sur Harry Potter en fait. Où c'est un enfant gâté, un peu. Bien sûr, oui. Où, moi je m'étais dit, il y avait plein de phrases qui me venaient dans la tête. Je me rappelle d'une, c'était si Superman était vraiment arrivé en Amérique, il n'aurait jamais été altruiste. Il n'aurait pas pu. La société qu'il aurait élevée n'aurait pas pu créer Superman. Clark Kent, oui, pas Superman. Donc du coup, voilà, c'était ce genre de petites phrases à la con que j'avais dans la tête qui ont fait que la Flanders, ça a eu la forme. En tout cas, le pitch de la Flanders, ça a eu cette forme-là. Après, il y a aussi le fait que voilà, c'est très utile, c'est très intéressant à utiliser, mais si on fait un truc tout autour de ça, on n'aura sans doute pas les épaules. Il faut vraiment il faut vraiment une structure pour faire ça sérieusement, tu vois, pour faire une parodie de ce truc-là, vraiment dans ce thème-là, avec le côté bien noir, etc. Il aurait fallu vraiment une structure pro, pour moi. Mais ce que tu as réussi à faire, en fait, dans la saison 1 montre un peu, se concentre plutôt sur le quotidien, en fait, des employés, et le côté un peu... Le côté drôle du côté, ils travaillent dans un milieu de fou avec des super-héros, mais c'est leur quotidien. Pour eux, c'est normal, quoi. Et donc là, tu développes chaque personnage et, du bureau, et tu centres aussi sur le côté, on va dire, le bas de l'échelle, finalement, avec Hippolyte qui se retrouve obligé avec les pires pouvoirs et tout, les gens avec les pires pouvoirs. Hippolyte, donc c'est le DRH, donc du recrutement, de tous les aspirants super vilains qui veulent venir à la Flanders Company, puisque pour finir ce qu'on disait, au final, donc, les super-héros, c'est des espèces de sportifs, louent les services des super vilains afin de faire de beaux combats et que les super-héros puissent sauver la veuve et l'orphelin, briller en société. Donc le méchant est un employé de la Flanders. Et donc il y a Hippolyte de DRH qui recrute. Et ça, c'est vraiment des gros losers. C'est tellement génial parce qu'on oublie ça. On oublie vraiment que ce sont des méchants. Et donc, et c'est rappelé un peu de façon, je trouve, géniale à la fin de la saison 3. Quoi. Mais donc, en gros, donc, saison 1, donc c'est ça, c'est un peu le quotidien. Et on voit que, à part quelques épisodes, en gros, tu as essayé au moins de mettre les bases du côté un peu quotidien, caméra café et tout. Mais dès la saison 2, très clairement, tu dis, bon, bah, c'est bon, ça, on sait faire. C'est bon, on l'a fait. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça, la saison 1, cloisonnée à mort pour pas se planter. Pour pouvoir donner à Alex le nombre d'épisodes qu'on a dit qu'il donnerait, etc. Et très vite, en fait, on a tourné beaucoup d'épisodes avant de les diffuser. Et après, avec le rythme de diffusion, la première chose que j'ai dit au bout du 4e épisode filmé, c'est que j'ai tout merdé. J'ai complètement merdé le rythme, la vitesse à laquelle ça peut avancer vers où on voudrait que ça avance, avec le rythme de diffusion qui est imposé. Si on met tout à la suite, ça passe. Mais c'est pareil comme ça, avec une semaine, 2 semaines entre les épisodes, pour moi j'ai fait une catastrophe. Et donc à la fin de déjà au milieu de la saison 1, on commence à faire interagir les personnages, parce qu'on était parti sur le principe avec Bastien, les personnages sont séparés, n'interagissent pas. Et là je me rendais compte que ça marchait pour quelques épisodes, mais ça allait vite de revenir relou, quoi. Donc j'ai dit à Bastien, ça on le casse, on fait interagir. Bon, du coup j'ai un peu pris la main sur les scénarios et j'ai commencé à faire un peu ce que je voulais. Et à la fin de la saison, on l'a fait, j'ai fait, bon, c'est pas ça que je voudrais faire finalement. On va changer tout le principe de base, de façon à faire quelque chose de plus d'amnésia. Voilà, bon, plus mythologique, plus de feuilleton, plus de fil rouge. Plus de substance dans l'univers. Les personnages sont très intéressants, maintenant il faut les mettre dans un univers qui soit un peu plus c'est ça, parce qu'ils sont intéressants, mais ils restent tout de même assez stéréotypés pour être assez forts et ordinatifs. Donc ce qui est intéressant quand on a des personnages qui sont simplistes sur leur caractère ou leur action, c'est de jouer les situations. Et rien que les faire interagir ensemble, sur la saison 2, on a beaucoup joué là-dessus. Ça permettait de développer des choses qui étaient intéressantes, quoi. Et surtout qui nous plaisaient. Autant que Rudy se dit ok, bon mais là on va changer la formule parce que ça ne m'allait pas. Nous aussi on a tous envie à chaque fois de faire quelque chose de nouveau ou de modifier un peu la donne pour que ça reste à chaque fois. Chaque fin de saison, c'est la condition pour qu'on reprenne. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'on a un truc qu'on voudrait développer? Est-ce qu'il y a un truc qu'on voudrait expérimenter? Et si ça nous donne envie, alors on peut le faire différemment. Donc justement, la saison 2, la vraie différence, c'est qu'il y a, pour le coup, il y a des vrais méchants dans le sens antagonistes des personnages principaux qui interviennent. Pour moi, perso, j'ai fait une mini critique de la saison 2. Pour moi, c'est en termes de construction dramatique de la saison 2, elle est vraiment parfaite. Parce que dans les premiers épisodes, elle remet en place l'univers de la Flanders, avec des gags, avec des trucs assez marrants. Au bout d'un moment, donc, il y a ces nouveaux personnages qui arrivent, et ces personnages-là sont d'apparence
très connes en fait, voilà, ils paraissent un peu inoffensifs, un peu chiants, et en fait, ce qu'ils font concrètement, c'est qu'ils vont vraiment pourrir la vie de chaque personnage et les pousser à démissionner. Donc là, tu as vraiment le retour de la critique sociale aussi, enfin, de la société et du monde de l'entreprise, avec donc ce côté rachat, harcèlement moral, on pousse les gens à la démission et tout. Côté société parasite aussi, on vient, on absorbe une société, voilà. Petit à petit on vire tout le monde. Quoi. Et ça, c'est vraiment puissant, parce que pour le coup, les méchants de la saison 2, c'est pas des... Alors, il se trouve qu'ils ont des super pouvoirs, ça qui est drôle, c'est que même si à la base c'est des actionnaires, et le fait qu'ils aient des super pouvoirs permet au final d'être explosif, quoi. D'avoir un final où les gens ils se sont foutus sur la gueule psychologiquement, et maintenant ils se foutent sur la gueule physiquement. Voilà. Et on a un final de saison 2 qui est vraiment du niveau de Damned. Germinal, mais version Marvel quand même. Germinal, la saison 2, c'est ça. Nous allons reprendre notre société. Vous, rond de cuir, couru atomique. Non, c'est ça, quoi. Il a fallu qu'on engage Renault, quoi. Donc, et donc, pour moi, la saison 2, elle est vraiment ultime à ce niveau-là. Donc, avec un beau finish, avec une introduction de personnages, on va dire, antagonistes, mais tous, vachement, une bonne panoplie de cons intéressants. Oui. Et tellement intéressants que la saison 3 repose un peu là-dessus. C'est-à-dire qu'ils reviennent dans la saison 3 avec un système d'alliance. Tellement qu'il y a des ennemis communs. Voilà, il y a un ennemi commun. L'équipe de la CC, ça a été un bonheur de les mettre en place. Et dans la saison 3, de faire en sorte que ces personnages qui étaient voués à disparaître, finalement, nous amènent toute l'intrigue. Et la saison 3, c'est la Flanders aux fraises. Et là, c'est les personnages secondaires qui prennent tout dans la gueule et qui, du coup, ramènent. Et c'est pour ça que même le générique change à un moment où c'est le générique de la CC Corporation. Et ça, je trouve ça énorme et très humble aussi, parce que beaucoup de gens font des séries ou des web-séries, surtout, en plus, on oublie, mais tu joues dedans, tu vois. Et pourtant, tu es... Le mec, je trouve trop drôle, c'est que tu es le personnage assez secondaire, un peu le lourdeau, et à un moment... mais c'est drôle, c'est que les gens, dans l'épisode que j'ai vu, il y a une réplique que je peux dire, c'est un personnage te dit « Non mais je te rappelle, c'est toi le cerveau ». Et t'as l'air d'être le premier surpris, genre « Ah oui, on n'est pas dans la merde ». Et donc voilà, il y a cette humilité de par ton personnage qui fait que tout ce que tu veux, c'est mettre en avant les gens que tu trouves les plus intéressants. Donc dans la saison 3, c'est plus la CC Corporation qui est mis en avant. Ils sont tous mis en avant, mais c'est vrai que quand on avait bien manipulé la Flanders, on les avait bien mis en évidence. Et c'est vrai que j'ai traité avec beaucoup d'affection ces personnages de la CC finalement, et je les ai montés en mayonnaise finalement. Je les ai bien mis devant devant de la scène. Aussi, c'est une façon intéressante de les introduire dans la série, puisque si on part sur le principe que c'est la Flanders qui va être au cœur du fil rouge du scénario de la saison, quel intérêt peut avoir la Flanders à trouver la CC, alors que là du coup que les personnages principaux soient comme du duo aux fraises, ok, il y a des trucs qui se passent, mais on n'a vraiment aucune info, on a zap d'infos dessus, et que les personnages antagonistes secondaires, eux se prennent ça dans la tête jusqu'au moment où ils sont obligés de contacter la Flanders pour s'allier. Ça qui est intéressant, ça amène le scénar, ça les justifie vraiment dans l'histoire. Carrément. De façon naturelle. Surtout que la façon bien construit aussi. La façon dont c'est introduit, c'est génial, parce qu'on est dans un épisode où tout un épisode centré sur la CC Corporation, où on découvre les mécanismes de la CC Corporation, on découvre Chantal Connasse qui a donné la CC Corporation, on se dit putain mais ça y est, c'est ça, c'est le retour là. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de cet épisode? Mais ça, on a l'impression que ça y est, c'est ils ont un super plan qu'ils vont mettre en place. Et ils se font exploser en 2 secondes. Mais tant mieux, par des inconnus. Évident, sinon. Et après, l'intrigue bifurque et on est avec eux. Et on se dit merde, c'est vraiment. Alors de toute façon, je vais faire une référence cinématographique. Ça, c'est du Whedon. C'est du Whedon, ouais. Pour moi, c'est ça. Parce que c'est exactement comme quand t'as Angel qui change de camp, voilà. L'axe change. Ou alors t'as un personnage qui est mis en flèche comme Miss Calendar. Je comprends la saison 2, parce que c'est là. Tout a changé, c'est là où quand j'ai vu les mecs, des trucs qu'ils mettaient en place, comment il allait de l'humour à l'horreur, de la tension au divertissement, etc. Pour moi, c'était une révélation, quoi. Quand Angel tue Miss Calendar, c'était un personnage qui était monté en mayonnaise pendant 4-5 épisodes, qui disparaît, et ça a tellement d'implications finalement que tu te dis c'est pas possible, il y a tout qui change. Et donc là, on se retrouve avec un nouveau groupe d'antagonistes qui est très mystérieux sur la majorité de la saison, et qui est expliqué à la fin, et ça que je trouve vraiment génial. Alors pareil, encore des spoilers et tout, mais donc à la fin de la saison 3, on comprend un peu donc, ce qu'ils font et pourquoi ils le font, et on comprend en fait, ces personnages, c'est des
on va dire des idéalistes un peu, même s'ils sont un peu tarés, dans le sens où ils veulent remettre... En fait, enfin, des idéalistes dans le monde de la Flandre, dans le sens où ils rejettent le modèle économique et le modèle, on va dire, l'idéal de la Flanders. Ils disent, voilà, les méchants qui s'associent aux gentils... ça c'est pas la collaboration, ils veulent de l'affrontement direct, ils veulent effectivement que les héros détruisent les super vilains parce que c'est de mal. Voilà. Le bien extrême, c'est des fanatiques, ils sont fanatiques. Voilà, c'est des fanatiques. C'est ça, ils ont ce côté folie où ils n'arrivent plus à un moment donné, même si c'est axé sur la vision entre le bien et le mal, à un moment donné ils savent plus où se trouve vraiment la limite. Voilà. Où ils vont déborder forcément parce donc que en fait, le mal il n'est pas quelque chose. Ils sont tellement attachés à une éthique qu'ils ne voient pas qu'il la bafoue. Voilà, c'est des super gentils qui font des actes terroristes pour défendre le fait qu'il faut remettre les valeurs ancestrales, le bien contre le mal. Voilà, on ne peut pas, il n'y a pas de concession. C'est des fondamentalistes. Des fondamentalistes, voilà. Et on peut voir des critiques. Bah oui, mais non, mais voilà, mais ça c'est génial. Ouais, et le premier truc qu'ils font, c'est qu'ils font exploser un immeuble. Enfin, c'est la première fois qu'on les voit, ils font boum. Tout un immeuble, ils font pas attention aux conséquences. Et donc, moi, je trouve ça vraiment, super intéressant, vraiment. Mais quand on l'a mis en place, on pensait que ça serait intéressant aussi. Ouais. Donc, je suis content de l'entendre, quoi. Mais voilà, c'est ça. On tente des trucs. Mais on peut passer à côté, c'est-à-dire que les gens, y a des gens qui... plus, on le fait avec nos moyens. Donc, je veux dire, quelque part, pour des gens, ça va être raté, pour des gens, ça va être opaque. Donc, c'est que. Puis c'est vrai qu'aussi, après, il faut. Le côté fil rouge et feuilletonnant dans ces saisons-là, enfin la 2, la 3 particulièrement, la 4, ça va être peut-être encore plus. Il y a l'intérêt à le voir pas dans l'ordre de tous les épisodes, mais de voir certains épisodes dans une continuité. Bah oui, et que chaque détail n'est jamais trop anodin. Voilà, et donc pour moi, le final de la saison 3, c'est peut-être un truc que j'ai vu le plus sur internet en boucle, quoi. Tellement qu'il m'a bluffé, parce que c'est un mélange de plein de trucs, c'est à la fois du Damned, de la comédie musicale, mais pour moi le moment fort, le climax de la saison 3, donc quand ton personnage, le personnage de Armand Truman réexplique pourquoi la Flanders Company a été créée et réexplique le système. Et c'est tellement fort, la thématique est tellement bien amenée parce que pareil, on peut l'oublier et on peut se dire mais ouais, la Flanders Company c'est juste des fonctionnaires qui travaillent comme ça et qui se posent pas de questions. Mais Armand Truman, lui, il sait pourquoi il le fait. Et il a une vision globale quand même qui est très juste au final, qui même s'il est beaucoup basé sur l'argent, elle est quand même très juste. Et donc ton personnage dit très clairement, non mais si les gentils et les méchants devraient s'affronter réellement, pour de vrai, sans règles, vous avez aucune chance. Les méchants ils gagnent. C'est clair. Parce que les méchants n'ont pas de limite. Les méchants peuvent tuer des innocents là où les gentils vont toujours, voilà. Et donc en gros que tout le monde entre guillemets de Marvel ou de DC Comics, il est complètement idéaliste parce que la plupart du temps les gentils gagnent d'une façon un peu facile, on va dire. Ils trouvent toujours un stratagème, mais concrètement s'il y avait des vrais gens avec des vrais super pouvoirs qui se foutraient sur la gueule, ce serait les méchants qui gagneraient. C'est celui qui s'autoriserait tout, oui, a priori, oui. Et c'est d'ailleurs c'est vachement bien traité ça ils ont réussi à le traiter ce côté-là dans Marvel. Non, dans Marvel, mais de façon un peu étournée, c'est dans Civil War. Ouais. Donc il y a quelques années où finalement certains héros pensent qu'il faut recenser et encadrer tous les super-humains, que ce soit les mutants ou les gens extraterrestres, bref. Et d'autres héros qui pensent non, qu'il ne faut pas contrôler et identifier, sinon c'est une espèce d'emprisonnement, d'esclavagisme. Ouais. Et en fait, donc il y a deux camps qui se forment, ils se battent. Et à un moment, il y en a un qui décide donc d'abandonner parce que ça fait trop de dommages autour. Donc, quand t'es vraiment gentil, entre guillemets, tu es obligé de perdre. Ouais. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a aucune limite et qui veut mettre en place tous les moyens d'arriver à son but, quoi. Bah ouais, donc c'est ça que je trouvais vraiment fort. Et donc ça, c'était la fin de la saison 3. Là, on va teaser un petit peu sur la saison 4. Puisque dans la saison 4 arrive très prochainement. Donc là, je sais pas quand le podcast sera diffusé, mais en gros, ce vendredi, à quelle heure ? 19h30. 19h30 sur No Life. Et une heure après, suivant le temps qu'il fera à Perpignan sur la télé. Et donc, la nouvelle saison pour le coup, a une autre thématique, mais pareil, sans vouloir spoiler, elle joue sur la même, le même principe, à savoir, ok, vous pensez tout connaître du côté super-héros, super-méchant, on va vous montrer autre chose. Et donc voilà, peut-être que vous pouvez dire sur la saison 4, quelle était l'idée de base, on va dire, qui vous a poussé à faire la saison 4. Comme tu dis, à chaque fin de saison, il faut se motiver pour faire la question. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire qu'on n'a pas encore exploré ?
La saison 3, c'était la thématique super-héros. On n'avait pas encore mis des antagonistes super-héros qui semblent évidents par rapport à la thématique. On avait voulu se garder sous le coude. Voilà, pour sortir, mais pas de suite. Pas de suite. Et on voulait se donner le temps de l'aborder de façon originale. Là, il fallait aussi une idée. Donc, il y a une idée qui a été trouvée. On va pas la dire parce que ça révélerait l'idée de la saison. On peut pas trop en parler. C'est difficile. Parce que ça commence très vite en fait. C'est-à-dire que dès les premiers épisodes, le fil rouge arrive. Le pitch principal, il y a quelque chose de gros qui se met en place dans les 4 premiers épisodes. Voilà. En gros, épisode, c'est bon, l'affaire est réglée. Je pense que ce que je peux dire, ayant vu les premiers, on a un premier épisode de la saison 4 qui, d'apparence, fait vraiment très Flanders Company classique, saison 1, saison 2, saison 3, voilà. C'est pour un peu remettre les gens dans le bain et dire voilà, Flanders Company c'est ça. Mais dès l'épisode 2 et l'épisode 3, tout bascule très vite. Et surtout, c'est là où c'est très malin, c'est que c'est à la fois une nouvelle idée, mais dans la continuité scénaristique de l'univers de la Flanders, et tout est lié. Et on utilise quelque chose qui est très utilisé dans l'univers des super-héros aussi. Oui, mais la cause de ça... Il y a une façon de la faire. Quand on a tourné certains épisodes de la saison 3, on avait mené déjà l'idée pour la saison 4. Donc, vous l'aviez un peu semé. On a préparé le terrain. Voilà. Mais c'est ça que je trouve génial, c'est que putain, mais même dans les séries françaises qui font des audiences de fou, ils font jamais ça. Ils font jamais ce mécanisme-là. Non, voilà. C'est ça qui est incroyable, c'est que ça paraît amateur, ça paraît fait dans l'esprit potache, mais il y a un vrai travail d'histoire et tout qui mérite vraiment d'être analysé, d'être discuté. Et c'est tout ce que j'espère vraiment pour la saison 4 et la suite de la Flanders. Oui, non, tu sais, c'est pas nous, on est, enfin, je comprends le principe. On est les premiers à discuter de ce qu'on fait, des tenants et des aboutissants. Mais quelque part, on se dit ça sur un discours. Voilà, on a envie de se branler un peu la tête sur ce qu'on fait. Assumons-le, assumons cet onanisme, faisons-le. Mais soyons clairs avec nous-mêmes. On fait du divertissement. Donc déjà, quand les gens, quand on sent, ce qui est bien quand on fait des projections publiques, c'est que du coup, t'as l'impression d'assister à la projection d'une sitcom. C'est-à-dire que t'as des gens très réactifs qui réagissent en même temps que ce qu'ils voient. Et je pense que c'est là qu'on prend. Là, il y a un grand plaisir à partager des moments comme ça. Parce qu'on est là, on se dit, voilà, on est très content de voir des gens qui rentrent dans le truc, qui se posent pas trop de questions, et qui passent un beau moment, qui rigolent beaucoup, qui sont surpris quand nous on voulait surprendre, qui marchent les gros qui retiennent un peu leur souffle quand on a voulu mettre un peu de tension, etc. Qui rigolent. Alors parfois ça rigole, parfois aussi il y a des choses on se dit mais c'est juste un peu... Je me rappellerai toujours la diffusion de l'avant-dernier épisode, vraiment l'avant-dernier épisode de la saison 3 à Japan Expo. Après le coup du chaos. Où il y a donc les deux camps adverses qui foncent l'un sur l'autre, et là ça se termine, tu me dis c'est marqué à suivre, et là on a filmé à un moment donné la scène, enfin les gens, le public, et on les voit, ils figent. Ils sont là, mais suspendus, d'un coup, ils font non. Et t'as 200-300 personnes qui ont la même réaction. Mais ça, et là, c'est génial. Ce passage-là, mais ça, c'est un truc que les gens se rendent pas compte, c'est qu'il y a des auteurs, réalisateurs, entre guillemets professionnels, ils passent. Non, mais voilà, mais. Ils parlent comme ça déjà. Et ils passent des années à essayer de provoquer la moindre réaction chez un public, tu vois. Et ils n'y arrivent pas. En gros. Provoquer ce genre de réaction de non et tout, c'est c'est ce que rêvent des gens qui sont à Hollywood et qui travaillent comme auteurs de sitcoms et tout, etc. Et qui finalement galèrent. Ça, c'est vachement une dimension qui est vachement belle, je trouve, dans ce qu'on peut faire dans ce loisir-là. Et aussi, tout part de l'envie, je pense, de raconter une histoire, raconter quelque chose, raconter des personnages, raconter une situation avec nos moyens. Et il est clair que les gens, quand ils lisent ou entendent cette histoire-là, si ça les laisse pas insensibles, les fait réagir. Ça, c'est la deuxième partie, il faut faire réagir. Si on laisse quelqu'un complètement insensible par rapport à ce qu'on peut faire. Bon, après, oui, comme tu disais, on peut pas plaire à tout le monde et tout. Mais dans la Flanders, ce qui est très bien aussi, c'est qu'il y a un état d'esprit qui... Même si la série a évolué, l'état d'esprit, c'est le même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un moment où vous êtes dit... Ah, mais la tendance c'est ça, donc on va peut-être respecter. Ah non, voilà. On n'est pas là. Toutes les modifications viennent vraiment
de l'intérieur, de qu'est-ce qui nous ferait plaisir de voir, comment on peut... Qu'est-ce qui nous ferait plaisir de faire aussi. Voilà. On fait vraiment ce qu'on veut et on se met pas de limites ou de contraintes. Et c'est en ça qu'on aime bien cette liberté qu'on a. Chaque fois que vous avez Fred travesti, c'est qu'il le voulait. Je tiens à préciser, ce n'est pas ma chose, ce n'est pas moi qui lui impose. C'est pas un délire de redis. De couiner comme une grosse truie en costume latex, talons aiguilles et seins apparents dans la saison 3. Non, c'est un souhait personnel. Je tiens à le préciser. Ce n'est pas mes fantasmes qu'on voit à l'écran. Ils ne m'appartiennent pas. Donc voilà, donc c'est ça que je trouve vraiment génial, c'est que y a une unité vraiment dans l'écriture aussi, dans la bande. Forcément la mise en scène qui pour moi est toujours surprenante et tellement captivante. Enfin, ça bouge tellement et en même temps c'est avec 3 fois rien, quoi, vraiment. Et bref, donc je souhaite vraiment tout le bonheur pour la suite. Donc j'ai pu voir les prochains. Arrête de dire des trucs comme ça, tu vas encore recevoir des messages comme quoi t'as pas de goût et tout. Bah je sais, mais le truc, des gens ils vont t'écrire en disant quoi, tu aimes la Flanders. Non mais t'as pas de goût, ah mais tu n'es pas celui que je croyais. Mais voilà, mais franchement, ils se rendent. Alors je sais pas, mais ils se rendent pas compte en fait. Ils se rendent pas compte et il y en a, je connais des gens qui, à partir du moment où il y a un problème au niveau du son, un problème au niveau de l'image, ils vont dire je vois pas l'intérêt de regarder, donc ça va les couper totalement. Parce que c'est ce qu'ils cherchent dans une production du visuel. Voilà. Dans ce cas-là, mais c'est très bien qu'ils aillent voir ailleurs. Voilà. C'est vrai que c'est pas mais et ça c'est un truc donc je vais conclure là-dessus parce que putain, je suis vraiment bourré. Je commence à parler à la Vandame là. C'est que il y a donc pratiquement 10 ans. Quand j'ai vu Damned 3, et donc j'étais en première et tout, à cette époque-là, moi je voulais faire des films, c'est sûr, mais je me disais, bah de toute façon il faut aller à l'école pour faire des films, enfin l'école du cinéma, et à ce qui paraît la meilleure école c'est la FEMIS, et donc il faut attendre d'avoir Bac plus 2 et après faire 5 ans de FEMIS, et là je pourrais faire un scénario et faire un film. C'était ça un peu, moi je me disais, bah, c'est comme ça qu'on doit faire. Voilà, je vois Damned 3, et là mon cerveau fait poum, et je parle à Florent, je dis écoute, je pense qu'on peut faire des trucs plus ambitieux et ce sera jamais parfait et c'est pas grave parce que y a des mecs, ils ont fait un film qui s'appelle Damned 3 où il y a une histoire, où il y a des personnages, ils ont vachement d'ambition et même si c'est pas parfait, et ben, les qualités surpassent les défauts et donc à partir de là, tout est possible. C'est-à-dire que tu admets le fait que tu auras des défauts, mais si tu mets des qualités et des choses de toi d'original et que tu pousses à fond, tu travailles dur, et ben au final tu auras quelque chose de qualité, les gens vont regarder et vont kiffer et vont pardonner les défauts. Et ça c'est une mentalité que je me suis fixée depuis 10 ans et c'est grâce à vous quoi, c'est grâce à ce que vous avez fait, à tout ce mouvement de film amateur entre guillemets qui a été créé. Et c'est grâce aux hippies de Toulon ça. Voilà, grâce au... voilà, c'était ça. C'était un peu ça, Cartoon. À la base, c'était ça. Un peu, ouais. Et donc les gens ont tendance à oublier ça et ils s'attachent au côté superficiel, on va dire, de la vidéo. Et ça veut pas dire que c'est pas bien, c'est-à-dire qu'ils peuvent être bloqués et ne pas regarder dedans. Chacun y trouve. Après, ce qui est important aussi, c'est notamment dans ce qu'on peut faire, c'est l'âme en fait. Voilà, exactement. C'est ça, c'est la patate, le truc voilà, qui est derrière. Tu peux adhérer à un état d'esprit. La particularité qui fait que. C'est très difficile de faire un bon film sans âme, même si la technique est j'ai vu des films, je me rappelle, j'avais vu un film au cinéma qui s'appelait Stalingrad, le film de Jean-Luc Hano. Un film, je me suis dit, ce film n'a aucun défaut, mais il n'a aucune qualité pour autant. C'est-à-dire qu'en gros, je l'ai vu, j'ai fait, ok. Je vois pas ce que je pourrais dire de mal de ce film, il est bien filmé, il y a des comédiens, ils jouent bien, il se passe des scènes d'action et tout, mais c'est tellement un film classique, c'est tellement un film vraiment très codifié et tout, etc., qu'il n'y avait pas d'âme, et donc j'ai prends beaucoup plus de plaisir à voir des films complètement barjots comme les films là, avec Statham, la Crank, je sais pas si vous connaissez. Voilà, Hypertension, les films faits... Voilà, les mecs, dans les bonus de Hypertension, ils te montrent toutes les scènes où on voit la perche, où on voit l'autre caméra dans les reflets et tout, ils te disent voilà. Et c'est assumé, ça, ils disent oui, mais c'est pas ça l'important. Ils disent voilà, un film, les gens ils savent comment c'est fait un film. C'est pas un truc magique qui sort de nulle part, ils n'ont jamais vu de caméra et tout. Tout le monde sait comment c'est fait un film, et au final, ton but c'est de dire ok, vous savez comment c'est fait, vous savez que c'est fake, et pourtant on va vous faire rentrer dedans à travers d'autres trucs, à savoir les personnages et l'histoire et la mise en scène. Ben, je l'ai pas vu, mais d'après ce que j'avais compris du speech du film de Gondry, Weekend, c'est ça. Ouais. C'est exactement cet état d'esprit qui est mis en avant, et je trouve que on est un peu la fin. Oui,
C'est l'état d'esprit, c'est celui-là. Quoi. Ça, c'est un état d'esprit qui est positif. Alors, tu fais Jack Black ou... Chez Mos Def. C'est ça, chez Mos Def. Donc, Mais c'est un peu ça, c'est un peu ça. Je veux dire, quand on est passionné par le passionné, à un moment donné, il y a forcément une... ça rentre forcément en résonance. Et on n'est pas des passionnés de techniques de l'image. Juste pour les techniques de l'image, quoi. Ou du sacro-saint technique à 100%. Nous, on essaie de raconter une histoire, on essaie de raconter du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Voilà, le on raconte l'histoire qu'on veut. Et par contre, ouais, on raconte l'histoire voilà, qu'on et veut. ça, on c'est a vraiment de la fierté façon- de raconter de la façon quelque on chose veut. qui n'a pas été charcuté par différentes personnes, différents organismes ou différents préjugés. Ouais, bah écoutez, cette liberté, c'est un truc très très rare dans l'audiovisuel en général. Et putain, il faut vraiment, enfin, c'est une vraie chance qui a été aussi sa malédiction. Tu t'envies pas, je veux Voilà, dire, tu peux essayer, mais nous, c'est un aspect qu'on a accepté d'entrée de jeu. On n'a jamais le côté, on a été ravis d'avoir du pognon pour pouvoir le reverser dans le projet et pouvoir s'acheter un peu de matériel, bouger quand il faut bouger, ce genre de choses-là. Voilà. On ne touche pas personnellement, on ne touche rien dessus, mais c'est... Pour la production, voilà, quand on a besoin pour le tournage, aller à Ibiza pour tourner des Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, c'était pas Ibiza. Ce sera pas Ibiza, ce sera plutôt le Berry, mais... on a les moyens qu'on a. Bah écoutez, merci à vous deux, c'était super cool. C'était très cool. Et vraiment, moi je suis très blasé d'avoir vu les 3 premiers épisodes de la saison 4, parce que là, maintenant, il va falloir que j'attende encore plus longtemps pour la suite. Mais je te les enverrai. Ah là là, s'il te plaît. Voilà, donc ça me manquait vraiment de voir La Flanders m'a vraiment manqué pendant cette année, et putain, ça fait plaisir. C'est un aspect des productions amateurs, là, l'humain qui influence beaucoup sur les plannings. Énormément, parce que dès que t'enlèves le facteur humain, il ne reste plus grand chose, les moyens ne sont pas là. Bah ouais, et les moyens aussi, c'est les moyens de l'envie, et les moyens aussi, comment dire, des ressources humaines. Oui, tout à fait. Ça, voilà. Tu peux très bien avoir des problèmes à gérer, et puis faut faire avec, quoi. Ouais, et ça, je pense que les gens se rendent pas compte, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas l'argent qui impose les plannings, etc., voilà, tout vient de l'envie et de la bonne volonté de l'équipe. Et donc, tout peut basculer. Tout peut bien se passer dans le meilleur des mondes, comme tout peut basculer pour des raisons vraiment totalement private et des trucs qui n'ont pas de rapport avec la production audiovisuelle. Et ça peut vraiment tout faire basculer. Et ça, c'est un truc que les gens ne se rendent pas compte, c'est que ça reste un miracle que ce genre de projet continue sur le long terme. C'est ça, sauf en avant sur un épisode, il faut qu'on ait les 10 personnes qu'on ait par intermédiaire par épisode qui soient disponibles soit le même samedi, soit le même dimanche, et qu'en même temps, les lieux ou le lieu principalement où on tourne soient disponibles aussi, même date. Donc parfois ça se cadre bien, mais il y a des fois où c'est... Bah tu vois, sur un court-métrage, maintenant tu fais un court-métrage par an, tu fais ça, c'est pas sûr, tu arrives à retrouver le week-end. Le problème c'est que c'est un truc où tu as 20 épisodes sur l'année. Combien d'heures on a fait l'année dernière ? Je sais plus. 4h30 de programme. Mais c'est ça, c'est improbable comme production. Pour un truc qui n'est pas du tout l'activité principale des gens pendant la semaine, c'est inhumain, c'est surhumain quoi. C'est l'un des anneaux version longue quoi. Voilà, donc... Bon d'accord. On a fait la durée du Seigneur des Anneaux. Alors Balrog il est plus classe. Voilà. Balrog on a fait... Notre la Moria. La Moria c'est la cave, alors on descend pas mais... c'est ça. Donc en tout cas moi j'espère vraiment que ça va continuer comme ça va bien se terminer c'est bien parti. Là c'est bien parti, c'est cool, ça fait plaisir. C'est très plaisir à entendre. Ok, merci les mecs. Merci François. Ciao.